Bonjour Shaima. Bonjour Rachid. On va s'intéresser ce matin à la mobilisation contre le maintien de l'heure GMT+1 au Maroc. GMT+1, c'est l'heure actuelle. Exactement, donc il y a une contestation massive contre ce retour GMT+1, ce qui a donné naissance à une pétition intitulée « Nous voulons revenir à l'heure naturelle », comme on peut le voir sur le titre de H24. La pétition a dépassé plutôt hier les 200 000 signatures. Le gouvernement, lui, reste silencieux et en quelques semaines seulement, des dizaines de milliers de citoyens ont rejoint le mouvement. Ils dénoncent un impact direct sur leur quotidien et leur qualité de vie. Les initiateurs évoquent des perturbations du rythme biologique avec des effets sur la santé, l'éducation et les performances professionnelles. Les parents, eux, s'inquiètent pour leurs enfants qui seraient particulièrement touchés avec une baisse de concentration et d'assimilation pendant les cours. La campagne dénonce aussi l'absence d'évaluation globale de cette mesure et la mobilisation ne s'arrête pas là. Les initiateurs de cette campagne annoncent plusieurs actions dans la saisine du Conseil économique, social et environnemental, le lancement d'une pétition officielle dans le cadre légal et la poursuite de la pression citoyenne. Pour eux, le débat reste ouvert et devrait s'intensifier à l'approche de l'été, période durant laquelle les effets de l'heure supplémentaires sont jugés encore plus contraignants. Et il n'y a pas que l'heure GMT+1 qui met les Marocains en colère. Depuis plusieurs mois, la colère des Marocains se base et plus précisément des bâtis marocains, sur les expropriations au quartier de l'Océan. Un projet d'arrêté relance les inquiétudes autour de ce sujet. Après l'échec des acquisitions à l'amiable, les autorités pourraient recourir à l'expropriation pour utilité publique, c'est ce qu'a rapporté Tel Quel. Le texte s'appuie sur une convention signée en février 2024 entre la direction des domaines de l'État et la Wilaya. Il prévoit la cessation des parcelles dans le cadre du développement urbain. Cette évolution intervient malgré les déclarations de la maire qui écartait l'expropriation. Mais si le projet est adopté, des centaines de biens seraient concernés. On parle de logements, de commerces, de terrains et de bureaux. La liste s'élargit également à l'avenue Abdelkarim Khattabi, absente des plans initiaux. Donc plusieurs rues et axes stratégiques sont également visés. Et parmi les biens concernés figure aussi le siège du mouvement Unicité et Réforme. On va s'intéresser à présent à l'état des marchés des bestiaux, du cheptel marocain qui est scruté de très près à l'approche de l'Aïd el-Adha. Exactement, donc les Marocains espèrent éviter une nouvelle flambée des prix. D'après Express, le gouvernement offre une offre suffisante et un déroulement normal de la fête. Les professionnels se veulent également rassurants. L'abondance du cheptel devrait en principe entraîner une baisse des prix par rapport aux années précédentes. Selon les acteurs du secteur, l'offre actuelle couvre la demande. C'est le résultat de la reconstitution du cheptel après la suspension du sacrifice l'an dernier sur recommandation royale. Mais une légère hausse temporaire est signalée liée à des intermédiaires. Mais globalement, les prix devraient rester accessibles. C'est ce qu'on verra évidemment dans les prochaines semaines. La presse nous dit aussi ce que révèle le tout dernier rapport de l'Observatoire espagnol de l'immigration sur la diaspora africaine. On parle de 35%. Les Africains représentent 35% des 3,5 millions d'étrangers sous régime général de séjour en Espagne. Selon le rapport relayé par le 360, ils contribuent au rajeunissement démographique, mais aussi à des secteurs clés comme l'agriculture ou la construction. Mais qu'en est-il du Maroc ? Eh bien, le Royaume domine largement ces diasporas avec plus de 860 000 ressortissants en 2025 et le regroupement familial place les Marocains en tête des nationalités non européennes devant les Colombiens, Argentins et une poignée d'autres nationalités d'Amérique latine. Le document souligne aussi une forte hausse des demandes de protection internationale, notamment des Maliens. Malgré ce poids, de nombreux obstacles persistent. Statut précaire, cadre juridique incomplet et restrictions familiales freinent leur intégration. Au Moyen-Orient, cette fois, c'est l'eau qui devient une cible stratégique en temps de guerre.
Exactement, donc on parle de frappes qui ont touché des usines de dessalement vital pour des millions d'habitants. En Iran et à Bahreïn, plusieurs installations ont été endommagées par des attaques de drones. Ces usines fournissent jusqu'à 90% de l'eau potable dans certains pays comme le Koweït et Oman. D'après Express, sans elles, grandes villes et industries seraient gravement affectées avec des pénuries et des rationnements. Pour limiter l'impact de cette guerre, les opérateurs renforcent la sécurité, installent des protections antimissiles et maintiennent des réserves, mais les experts tirent la sonnette d'alarme. S'attaquer à l'eau pourrait déclencher un conflit beaucoup plus grave que celui en cours. Et on termine cette revue de presse avec une découverte scientifique rapportée par l'article de Science et Vie. 50 ans après la dernière identification, un nouveau groupe sanguin appelé MAL a été découvert. Cette avancée concerne les personnes au groupe rare et pourrait améliorer la sécurité des transfusions. Le groupe MAL est lié à l'absence de l'antigène ANWJ sur les globules rouges. Cette absence peut être d'origine génétique ou pathologique. Les individus ANWJ négatifs ne produisent donc pas la protéine MAL, définissant ce nouveau groupe sanguin, mais cette découverte permettra de mieux identifier les donneurs et receveurs et de réduire les risques lors des transfusions. Pour Louis Stillé, auteur principal de cette étude, c'est un progrès majeur pour la prise en charge des patients rares. Nous sommes aujourd'hui, Shaima, le mardi 24 mars 2026. Quel autre 24 mars avez-vous retenu dans l'histoire ? Eh bien, Rachid, on reste dans l'esprit scientifique parce que le 24 mars marque la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Cette date est donc dédiée à la sensibilisation aux impacts sanitaires et socio-économiques de la maladie. Elle commémore la découverte en 1882 du bacille responsable par Dr Robert Koch. Il s'agit d'une avancée majeure qui a permis de diagnostiquer et traiter la tuberculose. Au fil des décennies, les progrès scientifiques ont amélioré le diagnostic, la prévention et les traitements. Et aujourd'hui, la maladie est guérissable dans la majorité des cas. Mais il faut quand même garder en tête que malgré ces avancées, la tuberculose reste un problème de santé publique mondiale. Des millions de cas et de décès sont encore enregistrés chaque année. Merci beaucoup, Shaima Fekli. C'était la revue de presse.